Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre sur Radio J. Invité de Pont Neuf, Raphaël Jérusalemi pour son livre Des Sex Pistols à l'Intifada, paru aux éditions Ballant. Raphaël Jérusalemi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le livre porte pour sous-titre « Confidence d'un officier israélien du renseignement » et vous levez le voile sur un certain nombre d'actions que vous avez menées aux quatre coins du monde. On va en parler, mais d'abord, quelques mots sur vous. Vos racines familiales, comme votre nom ne l'indique pas, viennent d'Istanbul d'un côté et de Kishinev de l'autre. Vous êtes né près de la butte Montmartre. Vous avez vraiment eu votre bac à 15 ans? Oui, vraiment. Et vous avez fait Par dérogation ministérielle. J'avais eu besoin d'une dérogation ministérielle parce que c'était un petit peu jeune quand même pour avoir le bac, mais c'était dû à une erreur d'état civil car mes parents étaient ce qu'on appelle aujourd'hui des migrants. Ils ne m'avaient pas véritablement inscrit à temps à la mairie. Moi, je suis né de nationalité turque. J'ai été naturalisé de bébé, mais et donc il y a eu une erreur d'inscription à la mairie. Et donc avec ça, eh ben, j'ai sauté en fait plus d'un an d'école et une classe. Et voilà, de fil en aiguille, je suis arrivé à 15 ans au bac. Et puis ensuite, la rue d'Ulm. Comment un mauvais garçon attiré par les punks et les boîtes de nuit se retrouve à Normal Sup? Il y a pas que des gens bien à Normal Sup, ni dans les grandes écoles. Il y a aussi des voyous qui arrivent à percer. Et en fait, ce sont les facilités dans les études, car dans les grandes écoles, en fin de compte, tous les candidats qui se présentent au concours d'entrée sont des gens qui ont des capacités intellectuelles. Et après, c'est à la chance, car les places sont chères. Et donc, moi, j'ai eu la chance véritablement d'entrer à l'école normale supérieure, bien que moi, j'avais voulu, juste après le bac, déjà monter en Israël et m'engager dans l'armée. Ça a toujours été mon rêve. Mais mes parents, qui venaient de poser la valise et qui rêvaient d'une stabilité et de fonctionnariat français, m'ont demandé de faire des études. Ce que je ne regrette pas, bien que j'aurais pu, évidemment, commencer plus tôt ma carrière militaire que j'ai en fin de compte fait malgré tout, normal supérieur ou pas. Et vous êtes resté un gros lecteur, du moins si on vous lit bien, parce que vous racontez vos voyages en Amérique latine. Je m'envole avec d'autres ailes pour l'Amérique latine et des voyages au cours desquels je serai tour à tour courrier, vendeur d'armes, agent d'Interpol, représentant d'insecticides, invité officiel portant uniforme de parade, faux routard en jean troué, et tout en bouquinant dans les hélicoptères et les véhicules blindés, Primo Levi et Lévinas, Pérec et le Clésio. C'est vrai tout ça ou vous vous vantez un peu? Non, non, c'est tout à fait vrai. La culture ne m'a jamais quitté, elle m'a même beaucoup soutenu, car d'abord, quand on arrive de France en Israël, il y a un choc de culture, c'est une mentalité, une vie complètement différente en Israël. Et moi, je me rattachais à cette culture française qui est si riche, qui me renforce toujours. Et puis, comme ma vie a été extrêmement agitée et qu'il a fallu que je joue beaucoup de rôles différents, que des fois j'ai des fausses identités, eh bien, le fil conducteur, enfin, il y avait deux fils conducteurs, c'était d'abord ma femme et mes enfants, mais le deuxième fil conducteur, dans les situations les plus cocasses, dans la jungle du Pérou ou de l'Amazonie, euh, dans des pays lointains arabes, eh bien, j'avais toujours un bouquin de la littérature française avec moi. Et ce bouquin-là, eh bien, ça me raccrochait à ma véritable identité. Et c'était un petit peu ma bouée de sauvetage, mon phare, mon repère dans une vie un petit peu quand même déjantée, il faut bien le dire. Vous écrivez néanmoins le top secret rend prétentieux. Vous êtes devenu prétentieux?
J'essaie de ne pas l'être, mais les généraux de l'armée, mais il n'y a pas que nous, hein, en politique ça se voit aussi, ou dans le show business, mais dans le fait que vous soyez mené à mener des actions secrètes dont personne n'est au courant, qui vont avoir un impact parfois important sur l'avenir de votre pays, sur la sécurité de votre pays, ou même de toute une région, peut vous rendre à la limite un petit peu prétentieux ou croire que vous êtes un peu mieux que les autres. Il faut évidemment se méfier de ce piège. Un espion, tout comme d'ailleurs un intellectuel ou un artiste ou un homme politique, sont des hommes comme les autres et doivent surtout faire attention à ne pas avoir ce complexe de supériorité qui peut arriver effectivement avec le fait que nous fassions des choses évidemment que le commun des mortels ne fait pas, ce qui ne fait pas du commun des mortels quelqu'un de moins bien ou moins important que nous. Vous dites aussi, j'exècre le raciste israélien bien plus que n'importe quel antisémite. Vous avez rencontré beaucoup de racistes israéliens? Trop, un seul, c'est déjà trop. Le pays d'Israël devrait être un pays exemplaire. Il ne peut pas l'être pour des tas de raisons, bien sûr. Je lui pardonne beaucoup de choses. Ce livre est un livre sioniste sans complexe, juif sans complexe, militaire de Tzal sans complexe. Donc, une lettre d'amour à Tzal à Israël. Ce qui n'empêche pas une certaine lucidité, ce qui n'empêche pas même une certaine ironie bienveillante par rapport à ce pays que j'aime et à cette armée. Mais il y a une chose qui me restera toujours en travers de la gorge par rapport à notre État juif, c'est qu'il y a encore malheureusement, c'est un problème d'éducation, hein, c'est un problème qui doit être résolu au fur et à mesure des générations, mais il y a encore beaucoup trop de xénophobie interethnique. Hein. C'est même pas à l'égard des non-juifs, ça peut être entre nous juifs parce que l'un est marocain et l'autre russe et l'autre ukrainien. Il y a donc cette xénophobie, qui me dérange beaucoup, qui me chiffonne beaucoup et contre laquelle j'ai toujours lutté. De même que j'ai lutté tout en sachant très bien à qui j'ai affaire par rapport aux Palestiniens et aux Arabes, je lutte contre un racisme d'emblée ou des préjugés d'emblée contre les Palestiniens et les Arabes. Il faut aussi là faire la part des choses, faire le tri. Vous racontez une visite au Caire qui est vraiment un morceau de bravoure. Vous vous forcez à ingurgiter des montagnes de viande, tout ça pour être agréable à vos hôtes et vous faites du coup bonne impression. Voilà, alors dans l'hospitalité arabe, c'était en fait un repas en mon honneur au Caire, au quartier général de l'armée égyptienne. En fait, ils me rendaient un peu la monnaie de basse-pièce parce que je les avais invités semi-secrètement à dîner chez moi à la maison en Israël. Et donc, ils voulaient donc m'honorer lors de mon passage au Caire pour le travail avec l'armée égyptienne. Et donc, par politesse, comme je connais bien les coutumes des Arabes, je savais qu'il fallait toujours complimenter. On le fait d'ailleurs même dans d'autres pays, hein, on complimente la cuisinière à la maison. Donc là, je ne tarissais pas en compliments. Je goûtais de tous les mets et je mangeais tout cela pour faire plaisir, bien sûr. Et alors, c'est devenu une petite blague entre les officiers égyptiens pour voir comment Raphaël Yerushalmi allait vraiment manger et être poli pour combien de temps. Et là, j'ai compris que c'était un petit jeu semi-sadique, semi-comique. Et là, je me suis dit, ça va être mon Austerlitz ou mon Waterloo. Je vais manger jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Donc, je ne vais pas arrêter de manger. Et j'ai mangé, je crois, je sais pas, j'ai dû manger 20 escalopes, 10 cuisses de poulet, je ne sais combien, un repas gargantuesque, jusqu'à un point où, à la fin, un général s'est levé. Il m'a dit bravo, vraiment félicitations, vous avez gagné la partie, vous pouvez vous arrêter. Alors, il y a aussi il y a une description désopilante des casques bleus. Alors, vous dites, ils sont supposés observer uniquement. S'ils surprennent des gens du Hezbollah en train d'armer un lance-roquette Katyusha en direction d'un bourg du nord d'Israël, ils rempliront un formulaire de constat. Alors, c'est comme ça que ça se passe?
Oui, c'est comme ça se passe, mais bon, c'est parce qu'ils sont limités dans leur action. En fait, les casques bleus en soi sont des gens très capables, mais les missions dont ils sont chargés par les Nations Unies ne sont pas claires, leur mandat n'est pas clair, ce qu'ils ont le droit de faire ou ne pas faire n'est pas clair, donc ils préfèrent pas prendre des risques. Ceci étant, sur le terrain, les casques bleus d'abord choisissent leur camp. Il y a des casques bleus qui vont être plus favorables aux Israéliens, d'autres qui vont être plus favorables aux Libanais ou aux Syriens. Mais je peux vous assurer que les casques bleus nous ont été souvent très utiles, nous ont souvent indiqué effectivement où se cachaient les terroristes du Hezbollah, ne serait-ce que pour protéger leurs propres hommes sur le terrain au sud-Liban, et surtout leur contribution à la paix avec la Jordanie. Les premiers contacts que nous avions directement très très secrets entre Tsahal et l'armée jordanienne étaient sous l'égide, sous l'aile des casques bleus de l'ONU. Et les casques bleus de l'ONU se sont arrangés petit à petit pour nous laisser discuter directement avec les Jordaniens, s'absentant, se tenant à l'écart dans les rendez-vous que nous avions dans le désert et nous permettant de dialoguer et d'échanger. Et c'est là que nous avons eu les premiers mini-accords, secrets entre les deux armées qui ont permis de construire petit à petit, pièce par pièce, l'accord de paix final. Il y a aussi alors des passages très drôles et je voudrais retenir ce passage. Il est un peu long, mais je vais en lire un petit extrait pour qu'on sache de quoi il s'agit. Il était une fois un cheval qui s'échappa des écuries royales jordaniennes et se jeta dans la mer Rouge. Lorsqu'il en ressortit, perlé de gouttes, il galopa le long du rivage jusqu'à la ville d'Élat en Israël. Les vacanciers allongés sur les matelas, affalés dans les chaises longues, écarquillèrent les yeux à la vue féerique de cet alezan dont la crinière mordorée volait au vent. À quelques kilomètres de là, dans la ville d'Aqaba où se trouve la résidence d'été de Sa Majesté, les militaires jordaniens suivaient à la jumelle les ébats du royal coursier. Mis au courant, le Mossad était sur les dents. Aucun mal ne devait arriver au cheval adoré du roi Hussein sous peine de crise géopolitique majeure. Alors la suite, vous allez nous la raconter parce que c'est assez marrant. Et il faut préciser que c'était avant les accords de paix entre Israël et la Jordanie, c'est-à-dire Israël et la Jordanie étaient en guerre et ce cheval a cherché à franchir allègrement les frontières en se foutant pas mal, si j'ose dire, des conflits et à faire fi de la guerre d'une frontière qui n'existait, écrivez-vous, que dans l'esprit des hommes. Et le cheval a été Exactement. restitué Il a à été son restitué. propriétaire. On parle de la colombe de la paix. Là, c'était un cheval. Et grâce à lui, effectivement, beaucoup de choses ont progressé entre nous, les Jordaniens, car toute l'armée israélienne du côté d'Elat était en alerte. Il fallait attraper ce cheval. On parle d'un pur sang hein, qui vaut très cher, donc sans l'égratigner, et puis le ramener en Jordanie. Et donc, Tsahal a réussi à capturer ce beau cheval qui, à un moment donné, se galopait sur les plages de Eilat au grand émoi des touristes. Et puis, on l'a ramené tout simplement à pied d'Eilat à Aqaba par le bord de mer. Où l'armée jordanienne attendait de l'autre côté de la frontière. Les contacts se sont faits à travers les Nations Unies sur le plan des communications. Donc, une fois encore, les Nations Unies ont servi d'intermédiaire pour que nous puissions donner rendez-vous aux Jordaniens et restituer le cheval, ce qui nous a valu d'ailleurs un petit peu plus tard la restitution de dauphins qui s'étaient échappés d'Elat, poursuivant des dauphines du côté jordanien. Et là, c'est la marine jordanienne qui a réussi à nous rattraper les dauphins et nous les rendre. Et il y a eu beaucoup d'animaux, il y a eu des loups qui s'étaient échappés d'une réserve du Negev. Et tous ces échanges d'animaux étaient amusants, bien sûr, cocasses, mais en fin de compte très émouvants car ils ont obligé à coopérer de part et d'autre. Et puis après, ça a été, après les animaux, ça a été les hommes, dont l'histoire de Aïcha, une jeune femme du Sinaï, une jeune bédouine qui franchissait les frontières pour aller rejoindre son amoureux
en Jordanie et qui à chaque fois déclenchait des alertes Et dont sur les vous dites, frontières entre. dont vous dites que elle a séduit tout l'état-major de l'armée et que vous étiez vous-même séduit parce qu'elle était très belle. Elle était très bête, mais elle n'avait que 17 ans et donc nous risquions d'être accusés de kidnapping international. Mais ce qui faisait qu'elle arrivait quand même, elle est arrivée plusieurs fois à franchir la frontière entre l'Égypte et Israël, et même des fois entre Israël et la Jordanie, car elle voulait rejoindre son amoureux. Elle avait été promise en mariage à ce jeune homme bédouin de Jordanie, mais les familles ne s'étaient pas arrangées en fin de compte sur la dot, et c'était tombé à l'eau. Mais elle, entre-temps, et ce jeune homme étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Ils voulaient absolument vivre ensemble. Et c'est pour ça qu'ils franchissaient les frontières. Et c'est pour cela que, pour éviter d'autres incidents, car ça devenait quand même embarrassant et même peut-être dangereux, eh bien, nous avons une réunion top secrète avec les services de renseignement égyptiens et les services de renseignement jordaniens avant même la paix avec la Jordanie. Nous nous sommes réunis en secret à Eilat pour statuer du cas Aïcha, cette jeune fille de 17 ans, et nous avons obtenu, vous savez que la Jordanie et l'Égypte, c'est pas vraiment des grandes démocraties, donc nous avons forcé les familles à les marier, nous avons obligé ce mariage à avoir lieu, et grâce à cela, cette belle histoire d'amour un peu féerique, eh bien, s'est conclue sur un très beau mariage en Jordanie, grâce à la coopération secrète des services de renseignement des trois pays. Et vous avez participé à toutes ces anecdotes que vous nous racontez. Oui, parce que ce que mon livre, à part beaucoup d'autres choses, bien sûr, essaie de montrer, c'est comment la petite histoire sublime la grande histoire. Les titres des journaux, hein, nous sommes nourris, surtout dans la presse française, hein, de titres d'actualité dans les médias qui sont complètement clichés depuis des années. On rabâche toujours d'ailleurs la même chose. Moi, je voulais montrer comment, au niveau du terrain, puisque je suis un soldat, et comment au niveau de la vraie réalité de la rue, les choses sont complètement différentes, bien différentes de ce que vous racontent les livres d'histoire, les politiciens ou les titres des journaux, et bien différentes dans le bon sens, dans le sens humain, dans le sens amusant, des événements cocasses, mais aussi dans le sens des moments intenses d'émotion. L'armée vous offre la possibilité de vivre des situations extrêmes et des moments humains extrêmement intenses dans le bon sens. Alors il y a les Et on peut être anecdotes amusantes étonné que quand vous avez. même. On peut être étonné quand même que cette histoire de dauphins et de chevaux n'ait pas transpiré dans la presse. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'on n'a pas souhaité rendre public cela et vous le faites aujourd'hui? Les Israéliens ont toujours voulu rendre public tout ce qui était un pas en avant vers la paix, mais on nous demandait à nous toujours d'être discrets du côté arabe. Donc, lorsque nous avions marqué des points sur ce plan-là, ce sont les Jordaniens qui se sont toujours montrés frileux. J'ai eu des rencontres très intéressantes et importantes avec des officiers syriens, des officiers libanais, sur lesquels on ne pouvait malheureusement pas faire de publicité, bien que nous l'aurions voulu, car c'était des rencontres très très belle, très très émouvante, qui donnait beaucoup d'espoir pour la paix, comme des accords que nous avons aujourd'hui avec d'autres pays arabes. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a dans ces anecdotes des signaux très très clairs de ce que pourrait être la paix. Parce que lors de la guerre du Liban, a été rapatrié par hélicoptère. Je décris des scènes assez impressionnantes de cette guerre du Liban hein, en 1982, et donc a été rapatrié par hélicoptère une nuit une grosse dame libanaise, une paysanne libanaise, qui, de par son poids, elle était enceinte, avait besoin d'une césarienne. Et donc, en pleine guerre du Liban, alors qu'on entendait les bombardements au sud Liban, eh bien, cette paysanne libanaise a été opérée à l'hôpital Rambam de Haïfa et elle a donné naissance à un petit garçon. Et le lendemain matin, quand je suis allé demander au chirurgien comment allait madame, eh bien, ils étaient très émus et l'un d'eux m'a dit, écoute, l'opération s'est bien passée, il a eu un petit garçon, mais dans l'hélicoptère qu'il a amené, elle était seule, sauf qu'il y avait un brancard avec le corps d'un soldat israélien tué. Et la première chose qu'elle a demandé, c'est comment s'appelait ce jeune soldat israélien dont le cadavre était dans l'hélicoptère avec elle. Et elle a donné le nom de ce soldat israélien à son petit garçon libanais qui était né cette nuit-là en pleine guerre. Très belle histoire.
Et tout ça se passe, ça a préparé, comme vous le dites, ce sont des anecdotes, mais des anecdotes qui ont participé à la préparation des esprits et au processus de paix en cours. Et vous racontez d'ailleurs, on terminera là-dessus si vous voulez bien, qu'au moment des accords d'Oslo, les Jordaniens n'étaient pas très contents. Et quelqu'un vous dit... comment pouvez-vous faire confiance à ce terroriste en parlant de Yasser Arafat? Oui, et ce quelqu'un, c'est un officier supérieur des services de renseignement jordaniens qui me fait la leçon sur attention à avec qui vous signez la paix. Mais ce qui était intéressant dans cette signature des accords d'Oslo, c'est que au moment où Yitzhak Rabin a dû aller expliquer au roi Hussein de Jordanie qu'il n'avait pas été tenu au courant, il était lui-même pas donc au courant de ces signatures. À ce même moment, j'ai été moi délégué pour parler avec les officiers de l'armée jordanienne pour leur expliquer exactement la même chose, c'est-à-dire que à tous les moments des négociations de paix, des négociations secrètes d'Israël avec des pays arabes ou autres, il y a ces deux niveaux qui sont là, c'est-à-dire le niveau politique, diplomatique, les cocktails hein, des ambassades, etc. Et derrière, les hommes de l'ombre, les soldats, les gens du Mossad ou du Shin Bet qui ont des contacts au niveau du terrain qui permettent d'éviter des incidents parfois mineurs mais qui pourraient embraser la région. Et donc nous arrivons à travailler à ces deux niveaux de concert en harmonie, surtout du côté israélien où c'est une démocratie, où donc nous savons pourquoi nous allons rencontrer nos collègues arabes et de quoi nous discuter. Et dans l'ensemble, nous avons évité beaucoup de fois des incidents qui auraient pu être dramatiques, tout simplement en les gardant secrets, négociant même avec les Syriens. Merci Raphaël Jérusalemi. C'était Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre sur Radio J. Et l'invité de Pont Neuf aujourd'hui était Raphaël Jérusalemi pour son livre des Sex Pistols à l'Intifada paru aux éditions Ballant. Bonne journée et prenez soin de vous.